messieurs, bonjour. Nous recevons ce jour Pierre Claver Manganga Moussavo, président du Parti social-démocrate et candidat à l'élection présidentielle d'août 2023. Présent avec moi sur ce plateau, Alain Michel Bina, bonjour. Bonjour. Monsieur le Président, bienvenue dans le cadre de cette émission Lune du Rénagie qui durera 1 heure. Lune du Rénagie est une émission visant à passer en revue les projets de société des différents candidats en lice pour la présidentielle à venir. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. À quelques jours du début de la campagne, comment vous sentez-vous? Et comme tous ceux qui attendent, un heureux événement. Parce qu'aller en campagne, c'est déjà aller à la rencontre des Gabonaises et des Gabonais. C'est toute une chance de les rencontrer, de discuter, de tenter de les convaincre à l'idée que si nous sommes dans une situation comme la nôtre, c'est parce que nous avons tous une part de responsabilité et que c'est tous ensemble que nous devons rechercher les voies et moyens d'en sortir pour une solution qui puisse être inclusive, c'est-à-dire associer tout le monde, sans ostracisme, pour que le Gabon soit meilleur qu'aujourd'hui. Monsieur le Président, Monsieur Bina, une question pour vous. Président, ce n'est pas toujours évident que de faire votre biographie. Vous qui avez un parcours assez long, qui avez aussi une expérience professionnelle et politique assez longue. Alors, pour les Gabonais qui nous regardent, Président, qui est Pierre Claver Manganga Moussavo, succinctement? Pierre Claver Manganga Moussavo est un Gabonais. On dit désormais de père et de mère gabonais, qui est né le 8 avril 1952 à Mouila, où il y a effectué ses études primaires jusqu'au CM1 avant d'aller au petit séminaire Saint-Jean et sortir du petit séminaire pour le collège Saint-Gabriel de Mouila, puis le CEG d'Akébé avec Bokoniano, pour ceux qui peuvent encore s'en souvenir, avant qu'en troisième, à l'issue du bac, du brevet, je puisse être admis sur concours au lycée technique Albert Bernard Bongo de l'époque, où j'ai été en série économique de la seconde en terminale, où j'ai obtenu mon bac. Je ne dirais pas, ça ne sert à rien de préciser que je l'ai eu d'office, mais j'ai comme contemporain un ancien de Gabon Télévision, du BOZ, et un ministre, Jean-Robert Goulambana, avec qui j'ai été de la seconde en terminale. Et ensuite, j'ai passé une année à l'université Omar Bongo, où j'ai eu pour enseignant Jean-François Toutoumema, avec qui je me suis retrouvé par la suite dans son département, celui de l'économie et des finances, où j'étais conseiller adjoint et conseiller à la présidence de la République, avant d'être son collègue en qualité de ministre d'État à la planification, lui ministre d'État à l'habitat, puis il est devenu mon Premier ministre. Et comme vous le savez, je suis devenu vice-président de la République. C'est un raccourci pour dire que j'ai été à Rennes par la suite, où j'ai obtenu à l'université de Rennes 2 licences et 2 maîtrises, avant de m'inscrire à Paris, où j'ai passé 2 années. À l'issue de ces 2 années, j'ai soutenu ma thèse. Donc ça a duré 6 ans. C'est un parcours pas trop long. Et avant de soutenir ma thèse, j'ai été suivre le cours d'analyse et de politique financière à Washington, au Fonds monétaire international. Cela a un intérêt. Pourquoi? Parce que c'est à partir du Fonds monétaire international que je vais réfléchir sur ce que je propose aux Gabonais, c'est-à-dire la provincialisation.
En effet, en 1980, alors que j'étais à l'Institut du Fonds monétaire international, Michel Boyer du journal Le Monde va écrire que le Gabon est un pays qui a des finances et qui n'a pas d'économie. C'est comme un géant au pied d'argile. Ça se remarque aujourd'hui. Et de là, j'ai étoffé mon travail de thèse pour proposer une solution au développement du Gabon. Et ça a été la provincialisation, qui est la déconcentration d'une part et la décentralisation d'autre part, qui font le tout. Mais avant que de vous céder la parole, je voudrais aussi dire que je suis un fonctionnaire, je suis inspecteur général des finances. Donc, quand je suis rentré au Gabon, j'ai été admis à servir mon pays au ministère de l'économie et des finances, plus exactement à la Caisse autonome d'amortissement, avec le défunt Kéba, et avant d'être repéré par le président de la République qui m'a nommé conseiller adjoint et conseiller à la présidence. Avant que je ne rentre en politique, j'avais été nommé contrôleur général d'État très jeune. Puis, 1 an et demi après, c'était Mouila qui m'a appelé parce qu'il y avait eu un incident. Un incident qui a fait que j'aille défendre mon oncle, l'honneur de ma famille. Et les vieux de Mouila ont dit que mon oncle ne pouvait pas être maire, mais que moi qui avais déjà très jeune construit une cité et honoré mon père et ma mère en refaisant l'habitat où je suis né, pour eux c'était un honneur que j'avais fait à la ville et ils souhaitaient que je sois désormais maire, en fait le gardien de la ville. Tout à fait. Ils m'ont consacré ainsi et je suis resté 2 ans maire. Il y a eu un complot. On m'a fait partir de la mairie parce qu'on pensait que j'allais échouer. Or, avec un budget de 50 millions, j'ai réussi à acheter des engins, à améliorer la situation de ma ville. On m'appelait balayeur de rue, mais j'étais heureux de faire la propreté de ma ville. Concrètement, pour rester sur ce volet du développement de la ville de Mouila, en tant que maire, quels sont les projets justement que vous aviez conduits en ce moment-là? Il faut savoir, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que les maires ne sont là que pour ramasser les ordures et les carcasses des chiens qui sont dans la rue. C'est la mission qui est aujourd'hui dévolue aux maires. Mais je ne me suis pas arrêté là. Avec un budget de 50 millions, j'ai pu acheter une niveleuse neuve, un camion neuf, une chargeuse pelleteuse, j'ai pu acheter une suceuse et acheter un véhicule pour le maire et un véhicule de liaison pour doter ma ville de moyens et sortir cette ville de l'archaïsme pour la modernité. 2 ans après, mes aînés qui n'approuvaient pas que je puisse réussir, ils pensaient que ce jeune économiste allait se planter à Mouila, ils ont tout fait, conformément à la loi, de faire démissionner une partie du conseil pour me faire partir. Ça m'a beaucoup chagriné, parce que je voulais encore servir ma ville, mais j'étais heureux de laisser là tous les engins qu'il fallait. Je dois à la vérité de dire que j'ai aussi bénéficié à ce moment-là de l'apport du vice-premier ministre Georges Raouli, paix à son âme, qui m'a gratifié des engins de beaucoup Badouma, c'est-à-dire les restes du chemin de fer. M'a gratifié d'un bulle, d'une niveleuse, d'un camion, ce qui a fait en sorte que ça attise la jalousie de voir un jeune qui réussit à avoir autant d'engins avec peu de moyens. Et ainsi, en 89, je suis obligé de partir, fin 89, pour arriver 1 mois ou 2 mois après à la conférence nationale. Donc je disais que j'ai été
contrôleur général d'État, puis commissaire général à l'aménagement du territoire. C'est pourquoi d'aucuns s'apercevront de la connaissance que j'ai du territoire, de l'aménagement, de l'idée que j'ai d'aménager ce territoire pour qu'il n'y ait aucun coin du Gabon qui soit un cul-de-sac, aucune ville. Donc il faut connecter toutes les villes et faire en sorte que si vous voulez partir de Yetsu pour la Nyanga, vous n'êtes pas obligé de ressortir, mais vous passerez par Morindi pour aller directement à Tchimanga ou à Mwadi. Ok, monsieur. Donc, c'est déjà un point de la provincialisation que vous êtes en train de Je pense qu'on va y arriver. Mais on va rapidement revenir sur les présidentielles. Sur votre univers, avec une question bien entendu. Récemment, vous receviez la presse dans le cadre du forum de la presse que vous aviez organisé depuis plusieurs mois d'ailleurs, et il était question pour le candidat que vous êtes de demander pardon au peuple gabonais. D'aucuns se disent, Monsieur le Président du PSD a un ego parfois surdimensionné, et c'est à la suite peut-être de cet ego qui peut parfois vous jouer des mauvais tours, bien entendu, que vous aviez demandé pardon au peuple gabonais. Sinon, comment expliquez-vous ce pardon, Monsieur le Président? Je ne sais pas si j'ai un ego surdimensionné. Ben, c'est ce que les gens disent. Mais voyez-vous, vous m'avez posé une première question. Permettez-moi que je termine de répondre à cette première question, à savoir qu'après avoir été à la présidence de la République et après avoir publié mon livre, on m'a tiré dessus pour m'assassiner, comme d'autres ont été assassinés. Des personnalités de ce pays, les Germain-Ba et bien d'autres. Et on m'a raté. Le président de la République, je crois que pris de remords, a décidé de me renvoyer d'où je venais, c'est-à-dire au Fonds monétaire international, pour exercer les fonctions de conseiller. Mais au bout d'un an ou deux, je m'ennuyais parce que j'estimais que c'est au Gabon que je dois donner ma pleine mesure. C'est peut-être trop de le penser, mais il y a tellement d'économistes au Fonds monétaire international, il y en a très peu dans nos pays. Si on en enlève encore pour les ramener au Fonds monétaire international, ça n'a pas de sens. Et donc je suis revenu et le président a accepté que je revienne. Il a accepté que je sois d'abord d'ailleurs nommé conseiller du président de la République, mais tout le monde a refusé. Et la décision a été rapportée, c'est-à-dire annulée. Et on m'a nommé secrétaire général du Conseil national des municipalités où je suis resté 3 mois. On a estimé que ce n'était pas là ma place. On m'a nommé conseiller du président auprès du ministère de la Planification. Là encore, c'est pour me tourner les pouces. Et j'ai consacré mon temps à construire des logements à Mouila pour ne pas sombrer dans ce que nous constatons où un haut fonctionnaire ou un intellectuel ne trouve pas mieux que d'aller au PK5 avec un Motorola à la main tous les soirs à abîmer sa santé. J'ai fait autrement, je me suis occupé, j'ai réussi à construire 1, 2, 3 premiers logements et puis je me suis pris à aimer cela et à construire une cité. Devenir un bâtisseur. Devenir un bâtisseur, c'est ce qui m'a distingué et ce qui a fait dire aux vieux de Mouila, aux anciens, que je dois être le gardien de cette ville. Et il y a eu la conférence nationale, après la conférence nationale, les élections présidentielles, les accords de Paris, et de Paris, en revenant, j'ai proposé et obtenu de mettre à Gonjo la composition du gouvernement, parce que le président nous avait ridiculisés. En effet, nous pensions avoir à parité les membres du gouvernement. Lorsque nous sommes allés le voir, il nous a donné 11 sur 26. Et nous sommes repartis le voir, il a donné 8. Nous sommes encore repartis le voir, il a donné 6. Donc il nous a complètement ridiculisés. Et c'est à ce moment que j'ai proposé à Maître Agonjo, en me rappelant de ce qui se passe dans nos villages,
que celui qui porte le fardeau et celui qui connaît la route, le plus grand, c'est celui qui connaît la route. Et il fallait mettre en face des pédégistes beaucoup plus nombreux, des personnalités qui étaient aux accords de Paris, qui connaissent sur les doigts les accords de Paris, et quel que soit le nombre que nous avions en face, nous pouvions gagner cette bataille. Mais mal m'en a pris d'accepter d'être nommé ministre d'État, ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, parce que j'ai constaté que les autres qui étaient avec moi ont accepté d'accepter les propositions, moyennant peut-être de l'argent, du président Bongo, qui voulait que les élections législatives aient lieu avant les élections locales. Je voudrais vous dire que quand on va à des négociations, les élections locales sont un test. Par contre, les élections législatives, c'est du définitif parce que ça ouvre droit à la composition d'un nouveau gouvernement. En inversant ce que nous avons décidé à Paris, j'ai trouvé que le président de la République avait manqué à sa parole et moi j'ai claqué la porte, je suis parti en plein conseil des ministres. Ça c'est pour la petite histoire, ce qui m'a valu qu'on me tire encore dessus. Je suis resté 6 ans et le président m'a rappelé, parce que les Gabonais disaient qu'il ne va plus rebondir. Je voulais tester moi-même ce qui se passait. 6 ans après, on m'a nommé ministre d'État, ministre de l'Agriculture. J'avais un budget étiqueté 500 millions. J'ai pris 400 millions pour relancer l'école des cadres de l'Odoya, reconstruire cette école. Parce que je ne peux pas faire l'agriculture sans des femmes et des hommes formés pour encadrer les agriculteurs. J'ai aussi mis 100 millions pour le Siam de Toum pour avoir des semences. Parce que le semencier que nous avons était en train de tomber en ruine. Et vous savez ce qui s'est passé encore. J'avais battu le PDG et l'ADER au bout de l'année, c'est-à-dire en décembre. Il y a eu des élections locales et on a fini par, pour faire croire que j'avais été battu, on a voulu me faire porter l'assassinat qui était seulement dans l'esprit du vice-président d'Ivry. Et bon, c'est qu'à la suite de ça, on m'a encore enlevé du gouvernement. J'ai pris la décision de rentrer sur Libreville une semaine après me faire arrêter, parce qu'on ne peut pas vous enlever tout simplement du gouvernement sans rejuger. Cependant, le président de la République, informé de la supercherie, lorsque Livongui lui demande de me faire arrêter au moment où il prend son avion pour l'extérieur, il dit à Livongui de l'arrêter d'abord, lui, président, avant d'aller arrêter madame. Donc l'affaire s'est arrêtée et j'ai continué la vie. 7 mois après cette accusation, je suis élevé en pleine cérémonie des fêtes tournantes en 2003. Je suis élevé à la dignité de grand officier du mérite national alors que je n'étais que chevalier. Ce qui veut dire, d'abord, si je fais référence à cela, c'est pour dire que le président Bongo n'a jamais dirigé ce pays autrement qu'en tant que chef de village. Tout à fait. Il n'avait pas d'opposition. Parce que ce qu'il a fait devant Divongui en me levant à la dignité, en me réhabilitant, tout en gardant Divongui vice-président de la République, montre à suffisance qu'il n'y a qu'un chef du village. C'est dans nos villages qu'on voit que lorsqu'on accuse un petit d'avoir commis, vous savez ce que c'est, le soir, le chef appelle le petit en disant « Tu t'es bien comporté, tu as accepté de partir et c'est bien, donc on te récompense en te donnant un plat de nourriture. » Président, donc, on a compris que vous aviez beaucoup d'étapes dans votre parcours politique, ça nous l'avons compris. Non, je voudrais vous faire comprendre, pour que les gens me connaissent mieux, toutes les humiliations que j'ai subies, mais avec résilience, je suis revenu, je suis retombé sur mes pieds. J'ai été ensuite nommé, parce que j'ai fini par comprendre. Parce qu'un intellectuel qui ne comprend pas ce qui se passe n'est pas un intellectuel. J'ai compris que le président Bongo, en 90, n'a jamais accepté le multipartisme. J'ai compris qu'il est resté
le bongo du parti unique. Et que nous tous là qui gesticulions, nous n'étions là que pour amuser la galerie, parce que pour lui, il avait une idée que tout le monde, vous pouvez l'insulter le matin, comme au village, le soir, vous partagez un verre de vin de palme. Et c'est comme ça que je me suis dit, je vais m'opposer lorsque le président Omar Bongo ne sera plus de ce monde. Et c'est comme ça qu'en 2004, j'ai encore été nommé au gouvernement en qualité du ministre de la refondation et des droits humains. On a dit au président, il ne va pas accepter. Le président leur a dit, je connais Maranga, ce qu'il recherche, ce n'est pas manger, c'est tout simplement apporter sa contribution au développement de ce pays. Le président va garder l'échange. Le 26 août prochain, on s'engage au pays, donc ces élections générales que nous entendons tous. Vous êtes donc candidat à cette présidentielle. Ce serait pour vous votre 4e candidature. Non, 5e. 5e candidature, autant pour moi. Il ne faut pas me reculer. Excusez-moi. Ce serait pour vous la 5e candidature. C'est beaucoup. Ce qui prouve un peu votre endurance dans le temps. Mais président, finalement, pour revenir à cette élection de l'août prochain, donc du 26 août prochain, on a constaté que nombreux sont ceux qui ont choisi d'aller en ordre de rangée. C'est le cas des partis de la majorité, derrière le candidat de la majorité. C'est le cas de Barreau Chambrier qui est en train de se construire une sorte d'alliance qui tient la route. Pierre Claver Maganga Moussavou. Permettez-moi de chuter. L'alliance d'abord. Il y a des candidats qui se sont proclamés à soutenir la candidature. Nous avons par exemple Bertrand Zibi récemment qui a retiré sa candidature pour officieusement... Il n'a pas été candidat. Il a parlé de candidature. Mais il n'a pas retiré sa candidature parce que ça suppose qu'il l'a déposée. Il n'avait jamais déposé un dossier. Non. Bon, d'accord. Oui. Je vais chuter ma question. Oui. Alors là, nous avons... Il est dans le même cas que le pasteur Munanga. Exactement. Qui était aussi, qui voulait aussi être candidat, qui a décidé, lui, justement, de me rejoindre. Ma question va suivre, Monsieur le Président. Le pasteur Munanga, récemment, chez vous, au cours d'un forum de la presse, il vous a justement plébiscité pour être votre soutien. Est-ce que ce soutien vous suffira-t-il pour inverser, sinon pour battre vos adversaires au 26 août prochain? Tenant lieu que vous aviez été au contact des populations pendant plusieurs mois, vous avez gardé ce contact avec la population, mais on sait également que lors de cet enjeu, les alliances vont vraiment compter. Alors comment Maranga Moussavou, candidat à la présidentielle, compte-t-il tirer son épingle du jeu? D'abord, je vous fais remarquer que lorsque vous invitez quelqu'un sur le plateau, ne le mettez pas en difficulté par rapport à un autre candidat. Ce qui n'est pas de notre démarche. Or, l'exemple que vous avez donné prouve à suffisance que, pour l'instant, Bertrand Zibi a dit qu'il est dans l'alternance 23. D'accord. Mais il n'a pas dit qu'il soutenait spécifiquement tel ou tel autre. Or, le pasteur Munanga a dit qu'il créait une coalition pour soutenir Maganga Moussavou. Or, vous voulez expliquer au peuple que Barreau Chambrier a déjà des gens autour, alors que nous tous, nous nous cherchons. Et c'est la raison d'être de ces émissions. Donc, ne nous comparez pas et ne donnez pas l'impression que vraisemblablement quelqu'un est entouré, est plus entouré. Moi, j'ai 2 chefs de parti, des jeunes, qui vont m'accompagner dans cette campagne, qui savent parler, qui savent convaincre. Et j'ai le pasteur Munanga, qui est un fin connaisseur, tout en vivant au Canada, qui est un fin connaisseur de la vie politique du Gabon, qui est un Tsogo, ce qui est un apport important, n'est-ce pas? Donc, je ne me permettrai pas de dire que je suis mieux entouré que les autres. Ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est savoir pourquoi
nous allons demander à une population qui est en prison, qui a la boîte de sardines en prison, qui a le morceau de pain en prison, qui se sent en sécurité en prison, comment le convaincre de sortir de cette prison et qu'est-ce que nous lui offrons en retour? Je suis contre ceux qui disent ce peuple-là n'a pas besoin de programme. Ce peuple-là a besoin tout simplement qu'on lui désigne un candidat unique. Et à ce propos, pour en finir avec la question que vous allez me poser en filigrane sur la candidature unique, moi je suis pour nous, de père et de mère. Et chez nous les pour nous, mon père a été à Port-Gentil, à l'époque, quand il était à Port-Gentil, un danseur à Échasse. C'est pas bon de dire que c'est un homme qui est là-haut, mais on peut le deviner. Parce que chez les Pounous, celui qui est là-haut n'est pas un homme, c'est un fantôme, n'est-ce pas, qui est là-haut. Quand on a un danseur à Échasse, donc un candidat unique, le danseur à Échasse a besoin d'avoir autour de lui des femmes et des hommes qui veillent sur sa sécurité pour pas qu'il fasse un faux pas et qu'il tombe. Or, le pouvoir nous a piégés en ayant les 3 élections en même temps, législatives, les élections locales et présidentielles en même temps. Ce qui fait que chacun a ses intérêts à la base à défendre. On ne se préoccupe pas du candidat. On se préoccupe de soi-même. Et vous avez, l'opposition gabonaise n'a pas réussi, même au sein de l'alternance 23, nous n'avons pas réussi à avoir un candidat unique par siège, une liste unique par siège. Donc, nos intérêts à la base sont divergents. C'est une approche qui va fragiliser l'opposition. Et donc, si en bas, parce que je suppose que vous êtes pour nous, si en bas, ceux qui sont censés protéger le danseur qui est là-haut sont en train de se disputer, ils ne se préoccupent plus du danseur. Exactement. Donc, ils ne se préoccupent plus du candidat unique. Exactement. Donc, c'est un candidat unique qui est fragilisé et voué à l'échec. Donc, le candidat unique aurait été mieux s'il n'y avait qu'une élection à la fois, ce qui aurait fait d'emmener tout le monde. Or, Autour de cette ce que moi je veux, c'est que s'il y a un candidat qui est fort dans le Wellington, qu'il s'efforce de ne rien laisser au PDG dans le Wellington. S'il y a un candidat qui est fort dans l'Angouni et la Nyanga, qu'il s'efforce de ne rien donner, de ne rien laisser, de convaincre les populations de ne rien donner à Ali Bongo. Ainsi de suite. Et nous arriverions à l'éliminer un peu partout et ensuite que le meilleur gagne. Donc je vous ai dit que tout en étant d'accord avec une candidature unique, je ne suis pas porté à encourager cette candidature unique dans ces circonstances où les règles du jeu sont déjà faussées, où nous ne nous entendons pas à la base pour soutenir celui qui sera là-haut. Donc l'échec est patent. Laissons au peuple ce discernement qu'il a de se choisir un candidat en fonction de l'offre que le candidat fait en sa direction. Je voulais rebondir. Quel est votre projet de société? Qu'est-ce que vous proposez aux Gabonais? Bien. Je vous ai dit que c'est depuis 1980, suivant le cours d'analyse et de politique financière à Washington, à l'Institut du Fonds monétaire international, qu'un journaliste nous informe, nous alerte sur le fait que le Gabon est un pays qui a des finances et qui n'a pas d'économie. Le jeune économiste que j'étais s'est cru un devoir de trouver des solutions, d'abord d'écrire 19 pages à l'intention du président de la République pour proposer au président de la République la provincialisation et de l'insérer dans sa thèse. C'est un travail donc scientifique.
Le constat que j'ai fait et que nous pourrons faire ensemble, c'est que si le Gabon est un pays qui a des finances et qui n'arrive pas à créer une véritable économie, la conséquence, c'est que nous ne pouvons pas créer des emplois. La conséquence est que malgré la faiblesse de notre population, nous sommes en 1980, donc nous n'étions même pas 1,5 million, nous ne pouvons pas donner du travail aux jeunes Gabonais, aux jeunes Gabonaises. Parce que nous n'avons pas d'économie. C'est par le biais de l'économie qu'on peut multiplier les richesses, qu'on peut donc créer des emplois. Et j'ai constaté que par-dessus tout, le Gabon est un pays tourné en arc de cercle vers l'extérieur. Tout ce qui rentre ressort. Nous n'avons donc pas la capacité d'absorption du capital. Et je me suis souvenu que le président Léomba avait dit Gabon d'abord. C'est-à-dire que le Gabon était une vache à lait. Tous les pays alentours utilisaient ses richesses et le Gabon ne bénéficie de rien. C'est pourquoi il a rappelé au fronton de chaque administration cette notion de Gabon d'abord. Le Gabon doit d'abord être aux Gabonais. Je comprends d'ailleurs pourquoi certains Gabonais disent que désormais on voudrait un candidat qui soit de père et de mère gabonais et qui, cerise sur le gâteau, aurait une femme gabonaise. Ce qui est mon cas. Ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup que vous citez. On l'avait compris. Bon, cependant, le président Omar Bongo nous a gratifié aussi de sa pensée en disant qu'aucune province ne serait supérieure à une autre. Et le président Pierre-Claver Maganga Moussavou vous dit, alors, provincialisons. C'est-à-dire qu'il y a un État central qui s'occupe de tout ce qui est transversal. Les problèmes de sécurité, donc les problèmes de défense, les relations extérieures, la construction des routes, la construction des universités, la construction des lycées nationaux, la construction des résidences universitaires. C'est tout un travail dévolu au gouvernement central. Et prosaïquement, on dit chez nous que c'est celui qui est à côté du feu qui écoute le bruit de la marmite. La marmite, entendu ici, la population. Le bruit de la marmite, ce sont toutes ces récriminations qui ressortent du mal-être à l'intérieur du pays. Ils ont besoin de routes, ils ont besoin d'écoles, ils ont besoin d'hôpitaux, ils ont besoin de médicaments, ils ont besoin de travail. Vous nous parlez des ministres gouverneurs. Et à partir de ce moment, ces femmes et ces hommes qui sont à l'intérieur du pays, se sentant laissés pour compte, sont obligés, comme les Africains qui vont tenter l'aventure à l'extérieur, nous au Gabon, les nôtres, estiment que c'est auprès du président, du gouvernement, qu'ils trouveront leur salut, d'où l'exode rural, d'où le fait que le Gabon, recevant au niveau du Gabon, on voit cette affluence de la population vers Libreville, la capitale, parce qu'ils sont en déshérence, ils se disent ils ont perdu le paradis sur place, donc ils essaient de retrouver ce paradis à Libreville, espérant avoir du travail, espérant avoir un logement, espérant pouvoir scolariser correctement leurs enfants, les soigner, les vêtir, les nourrir. Or, ces gens-là, à l'intérieur du pays, ils ne sont pas qualifiés à faire un travail qui est recherché en ville et ils ont eu l'habitude de vivre de pêche, de cueillette, de chasse et ils viennent en Libreville où il n'y a plus tout ça. Et donc, ils sont obligés parfois pour les jeunes de vivre de rapines, de petits larcins, et d'accroître l'insécurité dans la ville. Donc, on se rend bien compte que non seulement Michel Boyer du journal Le Monde
a dit que le Gabon était un pays qui avait des finances et qui n'avait pas d'économie. Mais Maranga Moussaoudi a constaté ce phénomène. On voit un pays ressembler à un homme qui a une grosse tête et des membres squelettiques. Donc, cet homme-là que vous rencontrez dans la rue est certainement en situation difficile et qu'il va mourir. Tout à fait. Donc, il faut trouver une solution rapide. Au lieu que la tête, tout le sang converge à la tête, que toute la population vienne vivre à Libreville, il faut innerver le corps pour que les membres soient proportionnés à la tête. C'est la notion de provincialisation. Et qui consiste à développer les régions. Oui, de développer les provinces. Et le président de la République, qui n'est pas Dieu, qui n'a pas le don de d'ubiquité, est obligé doit se servir des gouverneurs qui prolongent son pouvoir, doit se servir des préfets qui prolongent son pouvoir, doit se servir des sous-préfets, et de l'autre côté, doit utiliser les maires et les présidents des conseils départementaux choisis par les populations pour être en face du gouvernement et faire en sorte qu'il y ait une synergie. C'est donc la rencontre entre la déconcentration d'un côté et la décentralisation de l'autre qui va nous amener à conforter le développement de l'intérieur du pays, à innerver correctement le corps pour que le Gabon puisse absorber ce capital. Et nous allons le faire comment? Nous allons créer 5 pôles de développement. Vous l'avez dit. Le premier pôle, c'est l'estuaire. Ce n'est pas parce qu'il est le premier, mais je commence par l'estuaire, qui est tout seul. Le deuxième pôle de développement, c'est le Wellington et le Goué-Vindo. Le deuxième pôle de développement, le troisième pôle, c'est le Haut-Goué et le Goué-Vindo. Le quatrième pôle, c'est le Goué maritime et le Moyen-Goué. Le cinquième pôle, c'est la Nyanga et l'Angouni. Et à chaque pôle de développement, on met à la tête de ce pôle un ministre, appelé ministre d'État ou ministre simple, gouverneur de province. Pourquoi un ministre? Parce qu'on s'est rendu compte que dans ce pays, il n'y a pas cohésion sociale. Il n'y a pas formation réelle d'une nation. Un ministre qui est nommé d'un village, il va d'abord s'intéresser à son village. Désormais, les ministres qui sont nommés au niveau central n'ont plus rien à faire avec les pôles de développement. Seul le ministre d'État, qui représente le chef de l'État, est à même de s'occuper du devenir de ce pôle de développement. Et les fonctionnaires qui sont dans ce pôle de développement sont exclusivement sous la responsabilité du ministre ou ministre d'État gouverneur de ce pôle de développement. Donc, ce qui veut dire que le fonctionnaire qui est affecté à l'intérieur du pays, il y trouve son poste budgétaire. Comment ça va se faire? Ça veut dire que la carte scolaire, la carte sanitaire et la carte administrative définissent les besoins de chaque pôle de développement dans tous les secteurs. Et à chaque besoin correspond un poste budgétaire. Ce qui fait que quand vous allez dans le Wellington, à Oyem, affecté au gouvernorat par exemple, mais vous n'avez pas besoin de vous poser des questions. Vous allez, vous faites votre prise de service et le mois qui suit, vous allez au trésor pour percevoir votre argent. Et si vous êtes affecté à Awa, c'est un village que j'aime beaucoup, entre Oyem et Bitam, vous êtes instituteur, mais vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Parce que dans cette école d'Awa, il y a peut-être 10 postes budgétaires, parce que c'est un grand village, qui sont en attente. Vous occupez un poste budgétaire et à la fin du mois, le percepteur, accompagné des forces de sécurité pour éviter des braquages, vient vous payer sur place. C'est l'avantage que si vous avez pris le manioc chez l'habitant, vous ne preniez pas prétexte en disant qu'on ne vous a pas payé.
tout le monde voit qu'on est venu vous payer. Et que vous aussi, à votre tour, vous devez payer vos dettes. Mais ça, c'est un peu pour faire rire, mais c'est évident que les choses vont se passer désormais autrement. Maintenant, pour faire fonctionner ces pôles de développement, j'affecterai 100 milliards par pôle de développement. Et 60%, 60 à 70% réservés aux structures déconcentrées, c'est-à-dire gouvernorat, préfecture et sous-préfecture, et quant à 40% pour les structures décentralisées, c'est-à-dire les mairies et les conseils départementaux. Et ce qui veut dire que vous voyez se dessiner une répartition du travail, des tâches. Je prends l'exemple des gouverneurs, des préfets et des maires. Au gouverneur, il reviendra, par exemple pour l'éducation, de construire les lycées et les collèges en fonction des besoins. Et les maires s'occuperont de construire les écoles dans les villages et les présidents des conseils départementaux de construire les écoles dans les villages et l'habitat des villages, et les maires l'habitat de construire les logements sociaux dans les villes. Pendant que les gouverneurs et les préfets vont s'occuper de l'aménagement, de la viabilisation des terrains qu'ils affectent aux maires, tant dans les villes que dans les villages. Président, il nous reste pas assez de temps. Vous ne parlez pas beaucoup de santé, Président. Si vous me donnez l'occasion, oui, parce que je ne peux pas tout cerner. On va y revenir, Non, Président, il reste 25 minutes. Oui, laissez-moi... On va y revenir sur la santé, Président. Bon. Un des problèmes majeurs qui impacte aujourd'hui la population gabonaise, c'est la vie chère. Et cette situation, elle naît du fait que le Gabon, justement, vous l'avez dit que le Gabon a une économie extravertie. Le Gabon importe chaque année pour près de 400 milliards de francs CFA, sinon plus, en denrées alimentaires. Président, la provincialisation, lorsque vous nous la dictez, sinon lorsque vous nous la retracez, il y a très peu souvent de temps accordé à l'agriculture. Comment comptez-vous, Président, dans le cadre de la provincialisation, n'est-ce pas, j'allais dire, résoudre ce problème de l'agriculture? Merci. Bien. Je vous ai dit que l'agriculture, je vais vous dire que l'agriculture ne se fait pas dans les villes, ça se fait dans les villages. C'est pourquoi le rôle d'importance qui sera dévolu au président des conseils départementaux, c'est de regrouper les villages, de construire un habitat viable avec le concours des forestiers et de donner ces logements gratuitement pour appeler les populations qui veulent s'investir dans l'agriculture à y aller et protéger. Désormais, l'agriculture ne sera plus une agriculture itinérante sur brûlis, elle sera une agriculture qui sédentarise les populations en distribuant des parcelles de terrain pour faire l'agriculture, des hectares, 2 ou 3 hectares par maison, pour faire l'agriculture et protéger, faire une grande canalisation pour empêcher les pachydermes à venir. Là, vous trouvez aussi une solution au conflit homme-faune. Oui, pour venir du côté des hommes et s'empêcher d'aller aussi du côté des pachydermes. Donc, tout cela est pensé, une agriculture, et c'est pourquoi non seulement le rôle du président du conseil départemental va être renforcé, mais les chefs de canton, mais les chefs de village vont avoir des revenus substantiels parce qu'ils vont aider à la construction de l'habitat, ils vont aider dans la répartition des terres et faire en sorte que les villages produisent davantage pour alimenter les villes. C'est si vous produisez, s'il y a suffisamment d'offres, qui d'ailleurs peut dépasser la demande, que les prix vont baisser. Donc il n'y a pas de secret à cela. Produisons. Et d'ailleurs, celui qui vous parle, vous savez que j'aime énormément l'agriculture. J'ai des hectares de tubercules de manioc
Et j'ai des Vous avez un ranch aussi. milliers de têtes de bétail pour montrer justement cet exemple, pour dire que j'ai beau être ce que je suis, mais je me sens à l'aise quand je suis à côté de mes animaux ou quand je suis dans mes plantations, et j'ose espérer que ça se fera de manière à ce que, comme en Israël avec les kibbutz, nous allons installer des jeunes en leur donnant un cheptel au départ réduit et la possibilité d'avoir un tracteur pour s'occuper de l'agriculture. Vous avez des zones savanicoles depuis, je vois à l'idée, depuis Fugamou jusqu'à Lebamba et jusqu'à Achibanga, jusqu'à Mabanda, toutes ces zones où on peut installer des jeunes, où on n'a pas besoin de beaucoup de souchés, mais en améliorant le sol, on peut produire davantage et on peut donc effectivement, par ce biais-là, accroître la production tant de viande que d'aliments permettant de baisser le coût du panier de la ménagère. Alors, Président, le côté santé? Alors, le côté santé, il va de soi. Je veux vous dire qu'au niveau central, les CHU, c'est-à-dire les hôpitaux de référence, sont sous la responsabilité du gouvernement central. Il ne doit pas manquer de médicaments, sauf à compléter, parce que l'État ne peut pas tout faire, l'effort qui doit être consenti par celui qui arrive, et c'est pourquoi nous allons renforcer la CNAMGS et surtout mettre une rigueur de gestion dans ces structures qui doivent fonctionner correctement, mais qui deviennent maintenant la proie à des prédateurs qui se servent et qui n'ont pas honte de voler les cotisations de tout le monde et faire en sorte que les pharmacies ne soient pas correctement rémunérées, que les officines ne soient pas correctement rémunérées, parce qu'il y aurait des détournements de fonds. Il faut mettre fin à tout cela. Et donc, au niveau central, c'est ce qui va se faire. Au niveau provincial, le gouverneur va s'occuper de l'hôpital régional, n'est-ce pas, en veillant à ce que, parce qu'il a un budget, en veillant à ce qu'il y ait des médicaments, du moins de première nécessité, où il y a une première intervention à faire. Et ensuite, le relais est pris par la CNAMGS. Au niveau des départements, ce sont les préfets qui vont être en rapport avec l'hôpital pour veiller à ce qu'il ne manque rien au centre médical. Et le président du conseil départemental, comme le maire, vont avoir des structures adaptées dans chaque quartier pour les premiers soins, comme dans les villages. Les structures qui sont mises en place, les dispensaires des quartiers, merci, et les dispensaires des villages. Ceux des quartiers, c'est le maire et les responsables, s'il y a eu un arrondissement, les maires d'arrondissement, pour plus de proximité. Et dans les villages, c'est le président du conseil départemental qui doit veiller à ce que... Mais il y a d'abord un souci, là, Président. Comment acheminer ces médicaments quand il n'y a pas de route? Bien, vous me donnez l'occasion de dire que non seulement on donne 100 milliards aux provinces, mais pour que les Gabonais se mettent au travail. Parce que l'administration ne peut pas travailler seule. Il faut que les Gabonais se mettent au travail pour créer de l'emploi. Et pour favoriser l'auto-emploi, nous allons créer des banques de développement. Je constate que Paulette Missambo, ma belle-sœur, reprend l'idée, puisque j'ai lui offert mon livre, et elle est d'accord avec moi pour créer des banques de développement. Chaque pôle de développement doit avoir une banque de développement autonome pour éviter que ça pollue, une banque qui est bien gérée soit polluée par une autre, en y affectant chaque année 10 milliards pour que le jeune qui est au chômage, qu'on envoie se former, revienne avec une idée et qu'on puisse le financer. Pour que celui qui a terminé ses études ne se pose pas la question de savoir mais qu'est-ce que je vais devenir. Les études, les diplômes donnent une ouverture d'esprit
pour que vous puissiez, in fine, aller vous employer et donc il va entreprendre, il va donc aller à cette banque de développement pour que celui qui perd son emploi puisse aussi aller se servir, pour que même celui qui va à la retraite n'est pas une fin de vie, puisse aussi aller se servir. Et pour que la femme qui veut faire son commerce, qui veut se faire son agriculture, puisse avoir aussi à se servir. Donc la banque de développement donne maintenant l'opportunité aux Gabonais d'être riches et de se prendre en charge, de ne plus se plaindre, parce que l'État ne peut pas tout faire. À côté de la banque de développement, rapidement, je voudrais aussi parler d'un projet qui me tient à cœur. Nous sommes assis sur une richesse, sur les richesses du sol et du sous-sol. Il n'est pas normal que le Gabonais n'ait même pas de quoi légaliser son acte de naissance. Donc, j'ai décidé de créer un revenu universel de solidarité minimum de 25 000 francs par mois pour l'ensemble des Gabonais, de la naissance jusqu'à... Et ça, c'est indépendamment du fait que vous soyez un fonctionnaire ou... Indépendamment. Parce que vous ne naissez plus avec 0 francs, vous naissez avec un minimum qui est 25 000 francs. Par mois. Par mois. Okay. Et quand vous naissez un bébé, les parents s'en occupent. Okay. Quand il va à l'école, ça aide les parents. Quand il va au collège, ça lui sert de bourse. Et quand il va à l'université, il garde, mais il a des crédits en fonction de son cursus. Si c'est 3 ans, c'est 3 années de crédit. Si c'est 5 ans, c'est 5 années de crédit. Si c'est 10 ans, c'est 10 années de crédit. Il n'y a plus de restrictions parce que c'est un investissement que nous devons opérer pour que nous ayons des femmes et des hommes. On voit déjà ailleurs, hein? Oui, et ça fonctionne assez bien. Que nous ayons des femmes et des hommes à même d'assurer la relève. Tout à fait. Et à côté de ce 3e projet, elle a parlé de route, la route du développement. Rapidement, en 2 minutes, nous avons consacré combien de milliards pour la route, justement? Ce n'est pas tant de penser que j'ai une science infuse et de vous donner des chiffres. C'est d'abord la volonté et la vision que j'exprime ici. Nous avons 2 ports en eau profonde, Libreville, Ovendo et Mayumba. Nous allons construire une autoroute du développement, 2 fois 2 voies. Et nous allons connecter cette autoroute qui montre que toutes les provinces, tous les départements vont être reliés à cette autoroute. Nous allons partir de Port-Gentil pour Omboué, Mandji, évidemment en faisant une bretelle sur Ndougou, et nous allons partir de Mandji pour prendre l'autoroute pour nous connecter à Yombi. Nous allons partir de Yetsu pour Moutam, ça nous faut PK19, route Mouila, et PK3, route Ndédé. Comme nous allons partir de Mouabi pour nous connecter à Badi, comme nous allons partir de Mouabi, passant par Mourindi, pour nous connecter à Chibanga, comme nous allons partir de Gamba pour nous connecter à Lubomo. Gamba ne sera plus relié à Port-Gentil. Nous allons partir de l'autre côté de Moulengue-Binza pour nous connecter à Chibanga, mais nous allons faire, comme pour Yetsu, une route entre Yetsu et Mourindi, entre Yetsu et Mandji. Nous allons faire une route entre Moulengue-Binza et Mabanda. Et Mabanda, nous allons connecter à l'autoroute à Niali. Nous allons partir de Ngongo, c'est la frontière avec le Congo, pour ceux qui ne le savent pas, pour nous connecter à l'autoroute à Ndélé, et nous allons partir de Malinga, en passant par Dikindu, Nzenzele, Ishinga, pour aller nous connecter à l'autoroute à Ndélé, et nous allons partir de Malinga pour Mbigou, les Bamba, pour nous connecter à l'autoroute à Ndélé, et nous allons partir de Mbigou pour Mukabu, Minongo, pour nous connecter à l'autoroute à Mouila, et de Mukabu, nous irons à Ngwassa, au Carrefour, nous irons à Ibunji, et ensuite nous irons à Kulamutu pour ensuite de Kulamutu passer par Pana, Bakumba, Mwanda,
Et nous allons passer aussi par l'Astorville, Monana, Mwanda, Franceville. Il faut savoir que toutes les connexions doivent être bitumées, Bomango, Franceville et tout autre. Mais nous allons partir de Franceville pour Makoko, en passant par Ndjogo, puisque de l'autre côté, à Kény, c'est bitumé. Nous allons renforcer cela, parce que c'est souvent des structures sablonneuses qui s'effondrent, donc il faut veiller à ce que la plateforme soit bien refaite, partir d'Okonja pour Makoko, et nous partirons de demi-pays, de Dekata, et puis de l'autre, du troisième siège, pour Mekambo, et Mekambo pour Makoko, Makoko au vent Komameyon, Boué Komameyon, Lalara, Njolé, pour nous connecter à l'autoroute à Bifoun, et de Lalara nous irons à Minzik jusqu'à ce que nous allions à la frontière avec la Guinée équatoriale, Bitam Oyem, Mivoul Oyem Bibas Sam Medoune pour nous connecter à l'autoroute à Koukouleu, et nous terminerons par Coco Beach pour nous connecter à l'autoroute Antoun, et nous aurons ainsi créé la route du développement avec plusieurs interconnexions. Oui, qui conforte l'idée d'appartenance à une même nation et qui nous permet de produire davantage, de faire du commerce, des échanges, et cela, si nous réussissons à le faire, mais il faut déjà avoir une vision et une volonté chevillée au corps de le faire, nous aurons réussi à amorcer, à faire en sorte que notre pays amorce un véritable processus de développement. Président, il ne reste plus assez de temps. Avant que de vous donner la parole, donc votre dernier mot en face des Gabonais qui nous regardent, les confrères avaient souhaité quand même que vous puissiez vous prononcer toujours dans le cadre de la provincialisation sur deux questions rapidement. La question culturelle, comment voyez-vous la culture gabonaise dans le cadre de la promotion, et comment voyez-vous, quelle est la place que vous accordez au sport justement? Je commence par le sport. D'accord. Notre pays est mort parce qu'on a tué le sport. On a tué le sport. Parce que le sport doit s'exercer déjà dès la petite enfance. Le sport doit s'exercer à l'école primaire. Le sport doit s'exercer au lycée, au collège. Et faire qu'il y ait des compétitions. Le sport doit s'exercer au niveau de l'université. Il faut aménager. Mais ça, il y avait déjà ça à l'époque, l'Oxu par exemple. L'Oxu, on l'a tué. On l'a tué parce que dès qu'il y a des petits conflits entre écoles, on dit non, ça risque de gêner le pouvoir. Non, le sport est important dans un pays parce que, vous voyez, je ne vous ai pas parlé des valeurs qui font un État et qui font une nation. L'effort, le courage, l'esprit d'initiative, l'esprit d'abnégation, l'endurance, la persévérance. Et lorsqu'on a tué ces valeurs, on les a tuées en tuant le sport. Donc il faut penser que moi qui parle de ces notions-là, c'est lié au sport. Je vais m'y mettre. Vous savez que j'ai passé plus de 22 ans à soutenir le handball. Alors que moi-même, je n'ai jamais pratiqué le handball. J'ai une balafre au dos, parce qu'au petit séminaire Saint-Jean, je suis un peu railleur, c'est de ma faute. Je raillais les autres quand je les driblais, et ils se sont dit, bon, un ami, Nzokipol, je ne sais pas s'il est encore de ce monde, m'a pris par les mains, il m'a poussé contre le palmier, ça m'a raclé le dos, j'en ai encore la cicatrice, mais j'ai appris à ne plus railler les gens. Et ça m'apprendra d'ailleurs. Et ce qui fait que, vraiment, le sport, c'est mon affaire. Vous savez, j'ai été accompagner l'équipe de hand en Argentine, en Égypte, pour soutenir, sans être dans l'organisation, pour soutenir cette équipe, pour soutenir les jeunes. J'ai même demandé au président Bongo, je dis, vous qui aimez les jeunes, qu'est-ce que vous faites pour la jeunesse? Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, construisez-moi un gymnase. Et j'ai construit ainsi le gymnase à Mouila. Vous voyez, vous irez partout, il n'y a pas de gymnase. C'est vous dire que
effectivement, c'est une préoccupation de tous les instants. L'autre question que vous avez posée rapidement. La culture. La culture, quelle place quand j'étais maire de la commune de Mouila, je donne des exemples parce que tout le monde peut venir parler des choses qu'il n'a pas mis en pratique. J'ai décidé de supprimer le football qui se pratiquait l'après-midi du 17 août, où des fonctionnaires qui ont envie de se dégraisser un peu avant d'aller se remplir la panse chez le gouverneur, se défoulaient et donnaient un spectacle qui ne méritait pas d'être vu. J'ai dit, désormais, nous allons le 17 août amener tous nos folklores à se produire et chacun avec son plus beau costume, venant avec sa famille pour visionner ce qui se passait. Ce qui veut dire que nous allons avoir des grandes maisons de la culture et à la fois là-dedans, nous devons apprendre à parler nos langues et à avoir des vidéos pour apprendre à danser nos rites et faire en sorte que nos biens culturels de chaque pôle de développement soient bien conservés et ainsi nous réapproprier notre culture. Vous savez, quand je vais commencer ma campagne par la Nyanga, puisque là-bas, je peux parler en Nipunu et tout le monde peut me comprendre, plutôt que de commencer par Mouila, où il y a déjà un grand mélange, où je n'arrive plus à m'exprimer en langue parce que je risquerais de gêner Oui. Donc, déjà, parler sa langue maternelle, à quelle subtilité. Vous voyez, quand je dis que c'est celui qui est à côté du feu qui écoute le bruit de la marmite, c'est une traduction de ma langue, hein, qui dit c'est une traduction littérale et la même expression, on peut l'avoir en français et ça peut se comprendre. Alors, si nous voulons parfois dire un certain nombre de choses devant d'autres qui ne doivent pas être informés de ce que nous pensons, nous avons intérêt à développer la connaissance de nos langues. Je constate que en s'exerçant un peu, même quand on est pour nous, on peut comprendre le fond, comme on peut comprendre le nzebi, qu'on peut comprendre les autres langues si on fait un petit effort. Alors faisons un effort de ne pas faire autrement que de nous réapproprier nos cultures. Essayons aussi de trouver, pas forcément une seule langue, mais au moins les groupes ethno-linguistiques, les Mériers, les Fans, les autres structures, les autres groupes ethno-linguistiques, les promouvoir, parce que c'est important pour un pays comme le Gabon. Donc la culture, effectivement, c'est une préoccupation de tous les instants. Et que vous intégrez également dans votre programme, la provincialisation. Bien sûr. Le président l'a accompli. Alors là, vous aviez 1 minute en face des Gabonais. Quel appel lancez-vous aux Gabonais pour le 26 août prochain? Vous l'aviez dit un jour, je serai le prochain président de la République gabonaise. Les Gabonais vous suivent président, vous avez 1 minute. Oui, je voudrais dire, quand je dis je serai le prochain président de la République, parce que je peux estimer, au regard de mon expérience, votre projet aussi. Au regard de mon expérience, plusieurs fois ministre d'État, vous m'avez posé la question de savoir pourquoi j'ai demandé pardon. Parce que j'ai constaté qu'au Gabon, on n'aime pas celui qui fait l'effort. Parce que Maroga m'a dit, celui qui avait la carte renforcée, son âme, qu'on ne m'aimera jamais parce que économiquement je suis fort. On ne m'aimera jamais parce que financièrement je suis fort. Parce que j'ai pu me faire construire quelques logements qui me donnent des loyers. On ne m'aimera jamais parce que j'ai fait de bonnes études. On ne m'aimera jamais parce que j'ai une femme gabonaise qui m'accompagne partout et qui est prof à l'université, qui plus est une femme politique. Là où ça pouvait servir d'exemple au Gabon, je suis obligé de demander pardon d'avoir eu ce parcours, d'avoir eu cette expérience, mais ce parcours et cette expérience, c'est pour le peuple gabonais que on est en situation difficile. Il faut mettre quelqu'un d'expérience qui ne sera plus contraint d'apprendre, mais qui dira à ceux qui sortent de prison, voilà ce que je vous offre, voilà ce que nous allons faire ensemble pour crédibiliser son projet de société. C'est pourquoi j'étais obligé de dire, si
j'ai commis des erreurs, je vous demande pardon, mais il faut que les Gabonais sachent que le Gabon est comme un village et que le village a un marigot et nous tous nous ensemençons. Nous allons pêcher les alevins pour ensemencer notre marigot et ce faisant, nous tous, nous sommes propriétaires de ce marigot, du moins nous devons bénéficier des alevins. Si un fils est appelé à exercer une fonction pour mieux partager les alevins, ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir détourné. Mais quand on voit l'implication de Maranga Moussavou, tant au plan qu'au ministère de la planification. Non, au ministère de la planification, qu'au ministère des Transports, on se rend compte qu'on doit à Maranga quand même la route Lambaréné-Fougamou en direction de Mayumba. On doit à Maranga des ponts de Douya, des ponts d'Ibotsa, des ponts de Mongo. On doit à Maranga d'avoir désenclavé Libunji. On doit à Maranga la route Minzik-Oyem. On doit à Maranga le pont qui relie les 3 provinces. On doit à Maranga d'avoir amené l'adduction d'eau à Chibanga, à l'aéroport de Chibanga, ou de réparer l'aéroport de Kolamotu. On doit à Maranga la construction d'une résidence que moi-même j'ai décidé. J'ai dessiné la résidence du gouverneur de la province de Langounié, parce que chaque fois que le chef d'État allait à Mouila, on allait squatter les garages de Barbier. Donc, on doit à Maranga la construction, les travaux de finition du moins, du lycée Jean-Jacques Boucavel et la construction de l'aéroport Jean-Raphaël Boubala. Tout ceci pour dire que quand quelqu'un est appelé, parce que personne ne produit au Gabon, la vie, les richesses du Gabon n'appartiennent pas à un individu, mais appartiennent à nous tous. Donc quand on vous amène, on vous fait l'honneur de partager ce qui revient à tous, montrez-vous digne. Et les Gabonais ne doivent pas vous juger parce qu'on vous a appelé, doivent vous juger parce que vous avez détourné ou n'avez pas été capable d'être au service de tous. Donc, j'espère avoir été cet homme, parce que sinon on ne comprendrait pas, cher public, chers Gabonaises et Gabonais, qu'on puisse dire que si nous avions 5 Maranga Moussavou, évidemment les choses seraient autrement. Donc, venez avec moi, soyons tous des Maranga Moussavou, pour reconstruire notre pays, sans écarter personne, sans haine, mais pour qu'on reparte d'un beau pied, parce que les moyens détournés, on peut les recréer et faire en sorte que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. À vous de conclure. Merci, Monsieur le Président. Merci, Ndina. À très vite dans l'urne du Rénagie.